Ça vous regarde ce soir. Notre grand témoin est la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée, Mathilde Panot. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ensemble, on évoquera dans quelques instants, bien sûr, la réforme des retraites, puisque l'intersyndicale était reçue pour la première fois depuis le début de cette réforme par Elisabeth Borne à Matignon. On se penchera aussi sur l'avenir de la NUP et sur la place que tient LFI dans cette alliance politique, alors que Fabien Roussel juge que la NUP est désormais dépassée. Mais avant cela, on va se pencher en détail sur la stratégie du maintien de l'ordre en France, alors que Gérald Darmanin était entendu ce matin par les députés de la Commission des lois sur ce sujet. Assiste-t-on à une forme de brutalisation du maintien de l'ordre en France? Question importante qui met en jeu à la fois l'état de droit et nos libertés publiques. Enfin, à 20h15, on aura bien sûr les partis pris de nos affranchis et la chronique Bourbon Express qui est signée aujourd'hui d'Elsa Mondin-Gava. Voilà pour le menu. Vous me suivez, Mathilde Panot, vous êtes prête? Avec plaisir. Eh bien, on y va. La France, pays des droits de l'homme qui est pointé du doigt à l'étranger. Le Conseil de l'Europe s'inquiète d'un usage excessif de la force contre les manifestants. Même mise en garde de la part du rapporteur spécial des Nations Unies pour la liberté d'association. Alors, la France doit-elle revoir sa doctrine de maintien de l'ordre? On en débat avec nos invités et j'accueille pour cela Anne-Sophie Saint-Père. Bonsoir. Vous avez travaillé pour Amnesty International pendant quelques années sur les questions du maintien de l'ordre et des violences policières et votre dernier livre s'intitule « Comment l'État s'attaque à nos libertés » chez Plomb. Alain Vastel, bonsoir. Vous êtes secrétaire national du syndicat CRS Unité SGP Police FO. À vos côtés, Mathieu Lefebvre, bonsoir. Vous êtes député Renaissance du Val-de-Marne et par ailleurs ancien chef de cabinet de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Et puis face à vous, Alexandra Masson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Rassemblement National des Alpes-Maritimes et porte-parole du RN. Et puis notre grand témoin que je vous ai présenté tout à l'heure, Mathilde Panot. Vous intervenez évidemment quand vous voulez sur ce débat lié au maintien de l'ordre. Mais pour commencer, la chronique de Stéphane Blakowski qui a 200 secondes pour nous faire bien comprendre pourquoi on débat de cette question de ce soir. Et je me tourne vers vous. Bonsoir Clément. Pour vous accueillir, bonsoir Stéphane. Donc ce soir, on parle des violences policières et je vous préviens tout de suite, ça ne sera pas possible de mettre tout le monde d'accord. Déjà rien que là, j'ai dit violences policières et ça peut être le début d'une polémique. Il y a des gens qui disent les violences policières, ça n'existe pas. Enfin, pas plus tard que ce matin. Gérard Larcher, le président du Sénat, était sur BFM. Il a dit non, il n'y a pas de violence policière. Ce qui est effectivement aussi la position du ministre de l'Intérieur qui dit il y a des policiers violents, ça oui, comme partout, mais il n'y a pas de violence dans l'institution policière. Bon, cela dit, ça c'est la parole officielle. On n'est pas obligé de faire l'autruche. Il suffit de regarder sur les réseaux sociaux la violence policière, je ne sais pas comment appeler ça, mais regardez, là ça part à gauche de l'écran, il y a un policier qui traverse la chaussée, et on ne sait pas trop pourquoi, il va coller un immense coup de poing à ce jeune, mais alors immense. Donc ça, c'est pas du tout du maintien de l'ordre, hein. Ça n'a rien à voir. Donc même à l'étranger, tout le monde s'en rend bien compte. Vous l'avez dit au début de l'émission, on a été épinglé, montré du doigt comme vous voudrez, par les Nations Unies, par le Conseil de l'Europe. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est inattendu. Même par la Maison Blanche qui nous dit, quand même, on pourrait manifester pacifiquement en France. Bon, toujours pareil, hein, quand on se regarde, on se désole. C'est quand on se compare, on peut éventuellement se consoler. Donc les Américains ne sont pas les mieux placés pour nous faire la leçon sur les violences policières. Vous voyez, il y a eu plus de 1000 personnes tuées aux États-Unis l'an dernier par des policiers, 3 par jour. Donc on n'en est pas là en France. Les chiffres, ils datent de 2021, c'est ceux de l'IGPN, 37 décès. Le problème, c'est que justement, ce sont les chiffres de l'IGPN, donc c'est un service de la police qui enquête sur la police. Ils sont un peu juges et partis, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait changer, mais même avec les chiffres, on ne va jamais réussir à se mettre d'accord. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est se tourner dans les sondages. C'est ce qu'on fait pour la réforme des retraites. On dit il y a plus de 60% des Français qui sont opposés à la réforme, donc retirons-la. Alors sur les violences policières, du coup, on ne devrait pas parler de violences policières parce que pour les Français, à plus de 60%, il y a des policiers qui dérapent, mais il n'y a pas une violence comme ça dans la police. Donc après, on peut évidemment s'en tenir là, mais il y a quand même un clivage dans la société et
je me tourne vers Mathilde Panot, il est un peu entretenu par LFI, je pense, parce qu'on voit qu'il y a une nette différence entre les sympathisants LFI et le reste des Français, notamment sur l'opinion qu'on peut avoir de la police. Vous allez voir, pour l'ensemble des Français, ils ont une opinion positive à 58%, c'est pas énorme, mais enfin, chez les sympathisants LFI, ce n'est que 32%. Et ça s'inverse, vous voyez, l'opinion négative dans l'ensemble des Français est de 27%, et chez LFI, ça monte à 56%, une majorité des sympathisants, une image négative de la police. Donc on pourrait se dire, si on condamne la violence de la police, on ne va pas supporter la violence des manifestants. C'est un peu plus ambigu parce que regardez, sur la question de est-ce qu'on a le droit d'être violent pour défendre ses idées, pour l'ensemble des Français, c'est non, à 65%. Mais pour les sympathisants et les filles, oui, des fois, si on veut vraiment aller au bout de ses idées, il faut avoir recours à la violence. Donc, oui, forcément, ça paraît un peu paradoxal. Si on condamne la violence de la police, on se dit peut-être qu'il faudrait refuser la violence des manifestants. Je pose juste la question, je pense que vous allez débattre là-dessus. On va en débattre sans vous, mais merci à vous, Stéphane Blakowski. Je commence par vous, Mathieu Lefebvre. En voyant ces images montrées là par Stéphane à l'instant, est-ce que vous-même, vous vous interrogez sur la stratégie du maintien de l'ordre, sur les méthodes qui peuvent être employées parfois par les policiers dans le cadre de ces manifestations ? Moi, je voudrais d'abord avoir une pensée pour les plus de 1000 policiers et gendarmes que vous n'avez pas cités, qui ont été blessés, et souvent violemment blessés. Certains sont sur des tables... On va parler de la violence à laquelle ils sont confrontés, évidemment, ça fait partie de notre débat. Et qui font face à un déferlement de violence inouï depuis notamment le 16 mars dernier. Mais ce qu'on oublie un petit peu dans ce débat, c'est que quand on nous dit qu'il y a de la violence, elle n'est pas du fait du maintien de l'ordre. S'il y a maintien de l'ordre, c'est parce qu'il y a désordre. Il ne faut pas inverser les choses dans notre pays. En revanche, M. Blakowski parlait de violence policière. Moi, je récuse totalement ce terme. Il n'y a pas de violence policière. Il y a des policiers qui peuvent déraper, qui peuvent abuser de leur autorité administrative. Et pour ça, il y a des sanctions qui sont prévues. Et ces sanctions, elles sont très fortes et elles sont infligées immédiatement. Mais parler de violence policière, c'est jeter l'opprobre sur une profession qui est dédiée à la République et qui prend beaucoup de risques pour défendre la République. Donc Stéphane Blakowski, lui, a repris le terme de violence policière parce qu'il était rejeté et par Gérard Larcher et par Gérald Darmanin. Et vous êtes sur cette ligne-là. On va en débattre, j'imagine, sur ce plateau, notamment avec vous, Mathilde Panot, parce que de votre côté, vous avez un point de vue différent sur ce sujet-là. Non, mais déjà, il faut remettre des choses. Déjà, je vous remercie de la manière dont ça a été posé au début, parce que la France Insoumise est souvent présentée comme une force qui est anti-police, anti-flic ou je ne sais quoi. Ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, je remarque que les policiers qui sont... par leurs ordres, obligés de réprimer des manifestations, sont eux aussi opposés à la réforme des retraites qui va les faire travailler 2 ans de plus, que, je le dis, nous sommes les seuls à l'Assemblée nationale à avoir déposé une demande de commission d'enquête sur la question des suicides dans la police, et que ce que nous posons comme question, c'est des ordres qui sont donnés avec une instrumentalisation de la police qui met en danger à la fois les manifestants et les policiers. Et donc, moi, je n'oppose pas, d'un côté, un soutien sans aucune faille à une police qui, je le rappelle, est au service de la population. Est-ce que pour vous, il y a Je dis qu'il y a un problème dans le maintien de l'ordre. Quand vous avez autant d'organisations internationales qui pointent la manière dont la France est en train d'agir sur les manifestations, même à Sainte-Soline, où on a organisé des confrontations entre des gens. Et vous regardez les manifestations avant le 49-3, qui se déroulaient normalement, eh bien... c'est qu'il y a eu un changement de doctrine sur cette question. Est-ce qu'il y a un problème de violence policière aujourd'hui en France, à vos yeux? Mais bien on va parler de la doctrine du maintien de l'ordre. Un problème de violence policière. Je ne dis pas que tous les policiers sont violents, mais évidemment, quand vous avez... Bon, vous pouvez parler, on peut égrener beaucoup de noms, que ça soit Cédric Chouviat ou autres, sur des problèmes de violence policière, mais même, attendez, plus récemment, vous trouvez normal qu'une mère de famille à ESH perde un pouce parce qu'elle est en train de manifester? Vous trouvez normal qu'un cheminot perde un œil parce qu'il est en train de manifester en 2023? C'est ça la question qui est posée. Et donc ça ne sert à rien de faire l'autruche, la question c'est quelles sont les règles qu'on se donne. On arrête d'instrumentaliser la police, on interdit les armes qui sont mutilantes, on fait de la formation à la désescalade. On va prendre tous ces sujets un par un, si vous voulez bien. Je voudrais d'abord avoir votre point de vue à vous, Alexandra Masson, pour le Rassemblement national. Est-ce qu'il y a des questions aujourd'hui qui se posent sur la stratégie de maintien de l'ordre? Est-ce que les images là qu'on vient de voir, elles vous interpellent? Écoutez, oui, ce qui m'interpelle fortement, c'est ces images. Parce qu'on voit des images effectivement de violence, et on sait qu'actuellement il y a effectivement des violences sur toutes ces manifestations, entre autres qu'il y a eu sur les retraites, puis on pourra en reparler sur Sainte-Soline. Et moi je pense à tous les gendarmes et policiers qui regardent ce type d'images et qui sont en train dans leur fauteuil de se dire et où sont les images où on se fait agresser avec une violence
extrême. Ces images-là, en ce moment, sur les réseaux sociaux, on ne les voit nulle part. Or, elles existent. Or, ces gens sont en souffrance. On les a désarmés depuis des années. C'est-à-dire que la violence de certains manifestants peut justifier certains dérapages individuels. Écoutez-moi bien. Rien ne justifie jamais la violence. Rien. Que ça soit du côté des forces de l'ordre ou du côté des personnes qui manifestent. Jamais rien ne doit arriver à la violence. On parle de maintien de l'ordre. Si on parle de maintien de l'ordre, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation de crise où on est obligé de ramener l'ordre, comme on est en train de l'indiquer. Pour ramener l'ordre, et là, c'est triste à dire, eh bien oui, la violence, elle peut arriver. Qu'il y ait des dérapages, évidemment, il peut toujours y en avoir. Les forces de l'ordre, comme tout organisme, à un moment donné, sont là pour maintenir l'ordre. Il peut y avoir individuellement une ou deux personnes qui peuvent déraper. Je vous rappelle quand même, c'est important, ça n'a pas été dit hélas, mais c'est une profession qui est extrêmement contrôlée, et de manière régulière, qui est souvent sanctionnée. Et d'ailleurs, Darmanin, qui pourtant ne fait pas partie des personnes que politiquement on va vous les donner. 50% de la fonction publique et 55% des sanctions administratives. C'est le corps le plus contrôlé. Combien par rapport au nombre d'affaires sur l'année, combien? Moi, j'aimerais bien avoir ce chiffre-là. On va poursuivre notre tour de table, si vous voulez bien. C'est quand même un magistrat aujourd'hui qui a été nommé. Donc, tout à l'heure, vous l'avez dit, effectivement, les JPN, c'est un peu la police des polices, mais aujourd'hui, c'est un magistrat donc, qui, quand même, n'a pas le même parcours, qui a été nommé. Et je pense que c'est quand même, malgré tout, un signal favorable. Mais il faut vous rendre compte que ce que vous avez montré n'est pas la réalité. On ne sait pas. Tout à l'heure, vous avez manifestation. Comment vous pouvez savoir si je ne suis pas aux manifestations? C'est que vous ne regardez pas l'actualité. Quand tout à l'heure, vous voyez un policier qui, effectivement, agresse comme ça quelqu'un. Mais où sont les séquences avant? Peut-être qu'ils se sont croisés avant. On ne sait pas. On monte des séquences comme ça momentanées. On ne sait absolument pas ce qui a pu se passer avant. Peut-être rien, mais peut-être quelque chose. Et c'est ça qui est gênant aujourd'hui. Comment est-ce que vous vivez, vous, ce débat? Comment est-ce qu'il est vécu par vos collègues CRS? Est-ce que vous ressentez ça comme une remise en cause injustifiée de votre travail? Clairement. Oui. Clairement. Le niveau d'engagement aujourd'hui des forces de l'ordre sur tout le territoire national, parce qu'on fait des focus sur la capitale bien évidemment, mais ça se passe sur tout le territoire national. Le niveau de violence auquel on est confronté est énorme, mais il n'est pas du fait de tous les manifestants. Encore une fois, il faut bien rappeler que la grande majorité des manifestants le font dans la paix la plus possible, en fin de compte, et c'est juste le fait de quelques radicaux qui viennent agresser, et avec une détermination telle aujourd'hui que, effectivement, quand mes collègues croisent le regard, ils voient bien qu'il y a une détestation profonde. Anne-Sophie Saint-Père, vous avez une vision assez critique, je crois, du maintien de l'ordre à la française, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que vous entendez aussi ces arguments employés là par Alain Vastel, savoir que les forces de l'ordre sont confrontées à un niveau de violence jusqu'à présent inégalé et que la réponse doit être proportionnée à la violence qui leur est adressée? Alors, clairement, le travail des forces de l'ordre est extrêmement difficile. Les forces de l'ordre sont confrontées à des violences. Ça n'est pas un niveau de violence inégalé. Je vous invite à regarder des manifestations de sidérurgistes ou de marins-pêcheurs dans les années 80-70. C'était extrêmement violent pour les forces de l'ordre. Mai 68, ça n'a pas été purement pacifique. Je vous invite à regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Il y a aussi eu des manifestations très violentes, des voitures brûlées contre les mesures sanitaires aux Pays-Bas. Donc, ça n'est pas l'apanage de la France. Ça n'est pas aujourd'hui qu'il y a des violences en manifestation. Donc, ce n'est pas un problème franco-français, mais c'est quand même un problème pour vous? Alors, par contre, le maintien de l'ordre en France n'est pas bon. Le bilan n'est pas bon par le nombre de blessés du côté des forces de l'ordre comme du côté des manifestants, avec en plus le fait que du côté des manifestants, il y a des blessures qui sont extrêmement graves, des mutilations, il y a des manifestants qui sont tués. J'ai entendu que la police était désarmée. En fait, on est une police qui est parmi les plus armées d'Europe de l'Ouest et notamment on utilise des armes qui sont susceptibles de mutiler contre des foules. Donc ça, c'est extrêmement grave. Et ça, c'est pas le cas chez nos voisins? Ce n'est pas le cas chez nos voisins. Il n'y a pas que ça dans le maintien de l'ordre. Il y a aussi la question des arrestations arbitraires, puisqu'on a des arrestations massives avec des taux extrêmement élevés de personnes qui sont relâchées sans suite. Et alors on a regardé un peu qui avait été arrêté. Ce sont des étudiants, un agent immobilier, un graphiste. Enfin voilà, ce ne sont pas de vilains casseurs. Il y a des interdictions massives très larges de manifester qui sont publiées tardivement. Donc des manifestants qui reçoivent des verbalisations sans avoir pu être informés de l'interdiction de manifester. Le bilan, il n'est pas bon. Ensuite, ce bilan et cette stratégie de maintien de l'ordre, elle n'est pas choisie
choisi par les forces de l'ordre sur le terrain. C'est un choix politique qui vise à réprimer les manifestations. Et c'est assez inquiétant puisqu'aujourd'hui, on est quand même dans un blocage politique avec la réforme des retraites. Et ce n'est pas la répression policière qui va résoudre cette situation. On va débattre de tout ça, mais avant, j'aimerais quand même qu'on fasse un point sur ce qui s'est dit ce matin en commission des lois avec le ministre de l'Intérieur, qui est donc le principal concerné par cette stratégie de maintien de l'ordre, qui était auditionné par les députés qui répondaient à leurs questions pendant plus de 2 heures. On va voir avec Thibault Enoch ce qu'il faut en retenir. Des vidéos À Lyon, on voit évidemment que ce sont des pavés qui sont jetés de façon extrêmement impressionnante. des photos Quelques images, le saccage d'une mairie d'arrondissement à Lyon, et des chiffres. 1851 interpellations. Pendant plus de 2 heures, Gérald Darmanin ce matin a justifié la fermeté du maintien de l'ordre ces dernières semaines. Face aux critiques, le ministre a renvoyé la responsabilité de la violence constatée aux casseurs. Les services de renseignement ont documenté, et désormais ce n'est pas contesté, l'ultra-gauche a infiltré une partie des revendications pour les radicaliser, et ça a été notamment le cas à Paris. Le ministre a aussi dû répondre au sujet des braves M, sévèrement critiqués à gauche. La brave M sème la terreur chaque soir dans les rues de Paris. Cette unité de police où les policiers se comportent comme des miliciens. Faudra-t-il un nouveau Malik Oussekine pour enfin vous faire revenir à la raison? Gérald Darmanin a défendu l'existence de ces brigades motorisées. Quand on veut dissoudre la Bravem, c'est un peu étonnant parce que ça n'existe pas, c'est pas une unité la Bravem. C'est des personnes qui sont des compagnies d'intervention, donc évidemment formées au maintien de l'ordre. J'ai vu fleurir le fait qu'ils n'étaient pas formés au maintien de l'ordre. Ils sont évidemment formés au maintien de l'ordre. C'est parallèle avec des affaires dramatiques il y a 30 ou 40 ans sont non seulement outranciers mais insultants. Autre réponse attendue sur le maintien de l'ordre à Sainte-Soline. Là encore, c'est la radicalité de certains manifestants qui explique et justifie la réplique policière, a estimé le ministre. À ses yeux, la réponse était proportionnée et légitime. L'objectif qui avait été défini, c'était non seulement de détruire les bassines et les préparations des bassines, mais d'occuper le site par une zone de non-droit. Et vous savez, si jamais les dirigeants, quand ils ont vu arriver l'ultra-gauche à Notre-Dame-des-Landes, avaient eu la même réaction que ce gouvernement-ci, il n'y aurait pas eu Notre-Dame-des-Landes. Des réponses contestées sur les bancs de la gauche. Vous avez évoqué des mots et des images, vous avez oublié bien des faits. Ces centaines de gardés à vue qui ressortent sans aucune poursuite, preuve de leur innocence. Ces mutilés, ces manifestants dans le coma. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez esquivé ce matin vos responsabilités. Reconnaissant quelques fautes individuelles, le ministre a cependant annoncé avoir demandé personnellement 3 enquêtes sur des manquements aux règles de maintien de l'ordre, en plus des 41 cas dont a déjà été saisie l'inspection de la police nationale. Mathilde Panot, si on résume les propos de Gérald Darmanin, il explique qu'à ses yeux, il n'y a pas de problème de stratégie de maintien de l'ordre aujourd'hui en France, que le problème, il vient de l'ultra-gauche qui infiltre les manifestations et qui prend en otage, en quelque sorte, les manifestants. Qu'est-ce que vous lui répondez? Déjà, moi, je suis très inquiète du glissement qu'on observe dans notre pays aujourd'hui sur la question de l'état de droit et des libertés, où finalement des manifestations ne seraient plus autorisées et un droit constitutionnel comme le droit de grève, mais simplement tolérées et avec une forme de brutalité. Alors on a la brutalité sur l'Assemblée nationale, c'est le 49-3, la brutalité avec une instrumentalisation de la police sur les manifestations et la brutalité sur le droit de grève avec les réquisitions. Mais la brutalité de l'ultra-gauche, elle est présente dans les cortèges, elle s'est affirmée au fil des semaines. J'aimerais quand même pointer quelque chose. Déjà, la première des choses, c'est que M. Darmanin est bien silencieux sur les violences de l'extrême droite dans notre pays, qui sont en augmentation constante. Et je rappelle juste que, par exemple, la mairie de Bordeaux, qui avait à juste titre, affolé toute une partie des médias, il a été prouvé que c'était des militants d'extrême droite qui avaient mis le feu. Et moi, j'aimerais qu'on dise des choses dessus. La deuxième chose, c'est que M. Darmanin, lorsqu'il utilise des mots comme terrorisme intellectuel, lorsqu'il pointe des forces politiques comme les nôtres, c'est un problème démocratique puissant qu'il est en train de faire. Non seulement il nous insulte nous, il insulte les 8 millions de personnes qui ont voté pour nous aux élections présidentielles, mais il est en train de faire un glissement démocratique qui est très grave. Et donc, je le dis... Vous ne répondez pas à ma question sur l'ultra-gauche présente dans les cortèges. C'est un problème. Je vais vous répondre. Nous avons toujours dit, et je le redis encore ici, nous avons toujours dit que nous étions en désaccord avec la violence sur l'intégrité des personnes en politique. Que en politique, ce qui nous semblait intéressant, c'était de faire nombre avec les millions de personnes qui manifestent chaque semaine, où ça se passe très bien. Et je dois dire que ce qui est dit aujourd'hui, et j'aimerais juste dire une dernière chose sur quand on décale
le viseur. Regardez votre collègue suisse qui dit « Je suis extrêmement choqué de voir les ordres qui sont donnés, de voir la police charger comme ça toute une foule de manière complètement indistincte. » Il dit « En Suisse, nous avons des black blocs et ça n'arrive jamais. » Et je le dis, il y avait un groupe de recherche qui mêlait à la fois des chercheurs et des policiers pour travailler sur une gestion pacifique des foules. La France a refusé d'y participer et pourtant dans beaucoup d'autres pays, vous n'avez pas des gens qui perdent des yeux, qui perdent des mains. C'est en manifestation en 2023, on ne peut pas arriver à de telles choses. Et donc, c'est l'échec de M. Darmanin qui est responsable de ce chaos. C'est la question que j'allais vous poser aussi, Mathieu Lefebvre. Cette ultra-gauche, elle représente quelques centaines, maximum 1 millier de personnes par manifestation, on peut le dire. Des manifestations qui, à Paris en tout cas, ont rassemblé 100 000, 150, voire 200 000 personnes par moment. Comment jugez-vous la stratégie du maintien de l'ordre par rapport à cela? Est-ce qu'elle n'est pas défaillante dès lors que les forces de l'ordre n'arrivent pas à neutraliser cette petite minorité? Et le maintien de l'ordre, on marche un petit peu sur la tête. Il est là aussi pour protéger le droit de manifester pacifiquement. Il y a dans notre pays un droit constitutionnel à manifester, mais il n'y a pas un droit à manifester violemment. Et dans quel monde vivons-nous? On a l'impression que tout s'inverse. On marche un petit peu sur la tête. On a l'impression que la violence, elle est du côté des forces de l'ordre. La violence, pardon, elle est du côté des violents, des gens qui jettent des pavés à la tête des CRS, des gens qui viennent dans des manifestations. Est-ce que la stratégie n'est pas défaillante dès lors que la police n'arrive pas à neutraliser ces éléments minoritaires dans les cortèges? Je ne crois pas. Et encore une fois, je veux dire quelque chose qui peut paraître choquant, mais pour éviter de se retrouver blessé dans une manifestation illégale, la première des choses, c'est de regarder le mot illégal et de ne pas s'y rendre. Et moi, je regrette que des députés de votre groupe, Madame Panot, s'y soient rendus. Nous sommes députés de la République, nous faisons la loi. Et quand on fait la loi, on ne se rend pas dans une manifestation illégale. C'est la première des choses. Et au-delà de ça, ce qui est très important dans ce débat, vous avez quelque part commencé un travail de sape de nos institutions qui commence par la police, ensuite la démocratie, les institutions de la Ve République. C'est vrai qu'en termes de démocratie, pour faire des leçons, que vous venez y aller, de remettre en cause. Mais ce travail de sape, Madame Panot, d'abord, vous ne gagnerez jamais ce combat parce que la démocratie est plus forte que ce que vous faites. C'est vous qui piétinez la démocratie, Madame Panot, monsieur. quand M. Mélenchon dit que la police tue, quand M. Mélenchon dit qu'il faut rééduquer, soigner les policiers de la Brave M, eh bien, je vais vous dire une chose, c'est absolument scandaleux et c'est une façon absolument intolérable de faire entrer la violence dans le débat public. Quand des membres de votre groupe jouent avec la tête d'un ministre comme un ballon de foot, quand on dit qu'un ministre est un assassin... Vous pouvez toutes les faire. Il y en a beaucoup. On est là pour parler du maintien de l'ordre, pas pour refaire les débats qui ont eu lieu dans l'hémicycle. Ça se fait que dans tous les pays, on arrive à détourner un cortège de tête qui serait éventuellement violent et à ne pas nasser, gazer l'ensemble des gens qui sont là. Et que dans notre pays, on n'y arrive pas. Dans illégal et illégal, à cause des ordres qui sont donnés. C'est pas plus compliqué non, il y a même dans les manifestations légales, en fait, il y a sur les ordres qui sont donnés, Alain Vastel. Manifestation depuis longtemps. Ce matin, Gérald Darmanin a expliqué qu'il y a eu 2 temps dans ce mouvement social contre la réforme des retraites. Il y a eu l'avant 49.3 et l'après. Et qu'à partir du 16 mars, la donne a changé. Est-ce que vous, CRS, vous avez reçu des consignes différentes à partir du 16 mars pour gérer notamment ces manifestations un peu sauvages, on va dire, qui se sont multipliées? Bah non, on ne reçoit pas de consignes par anticipation, vu que le propre du maintien de l'ordre, c'est de s'adapter au temps qu'on traverse dans l'instant. Donc, qu'il y ait une Vous n'avez pas reçu, par exemple, la consigne d'interpeller davantage de manifestants quand on voit ce qui a été évoqué il y a quelques instants, c'est-à-dire du jour au lendemain, on se retrouve avec plusieurs centaines de personnes interpellées qui, 9 fois sur 10, on va dire à peu près, sont remises en liberté sans être poursuivies. Si je peux me permettre, juste rappeler qu'au départ, le maintien de l'ordre, ça s'appelle de la gestion de foule. Au début, c'est d'une police administrative. Donc, et en l'occurrence, depuis le 19 janvier, c'est ce qui s'est passé. Les cortèges étaient tenus par les organisations syndicales, il n'y a quasiment pas eu de problème. Ils se sont plaints à un moment d'avoir été gazés sur la tête de cortège, ce qui arrive très très rarement. Mais il y a eu des explications, un échange a eu lieu, on peut aussi amener des explications. Il y a peut-être des parties sur lesquelles on serait amené à progresser, particulièrement sur la communication à l'endroit des manifestants. Je pense qu'on n'est pas allé au bout. Il y a peut-être d'autres moyens technologiques aujourd'hui qui nous permettraient au moins de permettre à ceux qui souhaitent... C'est-à-dire dans le dialogue avec les responsables des même sur le fait d'envoyer des SMS groupés, comme ça a été réfléchi une fois. En Allemagne, ils font des grands panneaux publicitaires lumineux pour expliquer ce qui se passe. Excusez-moi, Madame Panot, c'est déjà actuel aujourd'hui parce que ça a été mis en place il y a plus d'1 an au niveau de la préfecture de police de Paris. C'est déjà quelque chose qui est fait.
aujourd'hui. Après, encore une fois, les manifestations, lorsqu'elles sont déclarées, elles peuvent justement faire l'objet d'échanges et d'un travail en amont sur la définition du cortège, de comment ça va se passer. Dès lors que vous passez sur des manifestations sauvages qui ne sont pas déclarées, qui n'est pas un ça délit, réduit sérieusement le champ des possibles pour une bonne gestion du maintien de Et l'ordre. la CEDH a d'ailleurs pointé qu'il y avait un problème sur la question des déclarations de manifestation sur le droit à manifester. J'aimerais qu'on évoque avec vous aussi le sujet de la formation des forces de l'ordre au maintien de l'ordre. Est-ce qu'elle est au niveau, si vous voulez, pour toutes les unités qui interviennent aujourd'hui dans les manifestations? On a vu la Bravem qui a été pointée du doigt à plusieurs reprises. On va en parler d'ailleurs dans un instant. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des difficultés? Elles ont été évoquées par Gérald Darmanin. Il a dit ce matin, il y a des difficultés de formation au maintien de l'ordre. Qu'il y ait des difficultés de formation au maintien de l'ordre, c'est possible. En l'occurrence, pour les CRS que je représente, moi, aujourd'hui, on a un socle de formation annuel qui est incontournable, qui est toujours respecté. Et en l'occurrence, c'est un peu le principe du schéma national de maintien de l'ordre qui se veut commun à toutes les forces. Mais en France, on a des forces qui sont dédiées seulement au maintien de l'ordre. C'est leur cœur de métier. Elles sont formées en permanence pour ça. Toutes les catégories de policiers ou gendarmes qui interviennent dans le maintien de l'ordre aujourd'hui ont une formation que vous jugez suffisante, adaptée? Vous dire qu'elle soit suffisante, je pense qu'à la limite, de toute façon, la répétition fait en sorte qu'on y ait une meilleure maîtrise obligatoirement. Aujourd'hui, les policiers doivent répondre à une charge missionnelle qui est très importante et qu'à un moment donné, est-ce que le temps consacré à la formation est suffisant? Je pense que c'est jamais suffisant. Pour autant, la réalité du terrain est là. On va se pencher plus en détail, si vous voulez bien, sur les Braves M, les brigades de répression de l'action violente motorisée qui ont été créées en 2019, au moment des Gilets jaunes. Elles sont donc aujourd'hui accusées d'alimenter les tensions dans les cortèges par leur mode d'intervention. Et une pétition a été lancée sur le site de l'Assemblée. Elle a recueilli à ce jour plus de 260 000 signatures. Elle réclame de dissoudre cette brigade d'intervention. Une pétition qui a été classée sans suite, en quelque sorte, aujourd'hui, par le député Renaissance Éric Pouliat, qui était rapporteur de cette pétition. On va écouter ses explications. Il faut toutefois convenir que le portrait des Braves M que dresse la pétition apparaît caricatural à plusieurs titres. En premier lieu, on ne peut pas contester que des unités mobiles sont un complément utile aux traditionnelles brigades de maintien de l'ordre, dont les déplacements sont plus lents. En second lieu, il faut rappeler que les Braves M n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre la liberté de manifestation. Le comportement fautif de quelques agents qui font l'objet d'enquêtes en vue de sanctions ne peut pas conduire à remettre en cause l'utilité des Braves M dans leur ensemble. Pour toutes ces raisons, je vous propose, chers collègues, de classer la pétition 1319 demandant la dissolution des Braves M. Alors, Anne-Sophie Saint-Père, si on résume, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de problème aujourd'hui avec les Braves M, à vos yeux? Il y a plusieurs vidéos qui indiquent qu'il y a pu avoir des usages illégaux de la force par les Braves M. Je trouve ça dommage de ne pas en débattre. Je ne pense pas que le débat décrédibilise. Je ne pense pas que la transparence, les discussions décrédibilisent. En revanche, l'opacité, une sensation d'impunité, ça peut nuire à l'image des forces de l'ordre. Donc, écarter d'un geste de main peut être problématique. Ensuite, je voulais revenir sur des choses qui ont été dites et qui m'inquiètent. On a mis en avant le fait que les forces de l'ordre répondaient à des violences. Alors, je ne vais pas nier qu'il y a des violences contre les forces de l'ordre, bien évidemment. Mais le fait qu'il y ait des violences de la part de manifestants n'autorise pas tout. Et les forces de l'ordre ont bien sûr le droit d'utiliser la force, mais dans le cadre légal. Quand on parlait de peut-être que dans l'image d'avant, plusieurs minutes avant, il y a eu des coups, et donc ça justifierait un coup de poing, absolument pas. La légitime défense, c'est une réponse immédiate. Donc plusieurs minutes avant, c'est non. Et par ailleurs, les juridictions le disent très clairement. Donc en fait, le fait qu'il y ait des violences dans des parties du cortège, ça ne prive pas le reste des manifestants du droit de manifester. Donc il ne faut pas, on ne peut pas répondre au cas d'usage illégal de la force par il y a eu des violences des manifestants et ça ouvrirait la voie à tout. J'aimerais qu'on reste sur la question quand même des Braves M et de cette pétition avec vous, Mathieu Lefebvre. On a l'impression, en écoutant comme ça Éric Pouliat, que c'est un peu au pouvoir discrétionnaire de la majorité d'écarter ou non une pétition qui recueille 260 000 signatures. Est-ce que ça pose pas quand même problème? D'abord, il y a eu un vote en commission des lois, moi j'y étais, et voilà, la pétition a été classée. Mais les Braves M, pourquoi? Parce qu'on fait face à des manifestations qui sont sauvages et qui sont itinérantes dans Paris. Et il est de bon sens que de pouvoir utiliser une moto pour pouvoir aller interdire ce type de manifestation. Ce ne sont pas là des gens qui sont là pour réprimer, ce ne sont pas là des gens qui sont là pour se faire plaisir. Il y a tout un schéma du maintien de l'ordre qui est fait pour que précisément on mette pied à terre.
derrière. Et ils ne font pas du maintien de l'ordre à moto. C'est la personne qui est derrière. Et tout cela ne méritait pas d'être débattu dans l'enceinte de l'hémicycle de l'Assemblée. Mais je pense que d'abord c'est au pouvoir politique que de préciser le maintien de l'ordre. Ce n'est pas au législateur que de dire comment nous allons faire en sorte... Pouvoir de contrôle sur l'exécutif, hein, monsieur. Le contrôle, bien entendu. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des sanctions administratives et judiciaires pour les policiers de la BRAF? C'est pas ça la question. La question, c'est pas ça la question. Bien sûr que si, c'est ça la question. Vous interdisez un simple débat dans l'hémicycle. Mais madame, il y a eu un vote. Si vous voulez être majoritaire dans ce pays, essayez de gagner les élections, on en reparlera après. Oui, bah, vous voulez... Je suis un peu surprise que vous disiez que les parlementaires n'ont pas de rôle à jouer, parce qu'en 2021, Emmanuel Macron avait annoncé la création d'un comité de contrôle de la police, un comité parlementaire qui n'a d'ailleurs jamais vu le jour. Donc il y avait quand même l'idée que les parlementaires pouvaient discuter de ce sujet. C'est une prérogative régalienne. Madame. Alexandra Masson, on ne vous entend pas beaucoup dans le débat. Non, mais parce que j'allais y venir, je vous remercie de me donner la parole. Je voudrais quand même revenir 5 minutes en arrière sur l'audition de M. Darmanin ce matin, parce qu'il y a quand même un échec malgré tout de M. Darmanin, même si tout n'est pas catastrophique, c'est qu'il l'a redit ce matin. Il y a des services de renseignement en France qui, en théorie, ne devraient pas être de mauvais services de renseignement. On sait que c'est à peu près 1000 personnes à chaque manifestation, qu'elles soient d'ailleurs légales ou illégales, qui sont les mêmes, qui viennent casser, qui viennent polluer ceux qui veulent manifester sereinement, parce qu'effectivement, c'est un droit de faire grève, de pouvoir manifester. Et il y a eu beaucoup de manifestations légales dans lesquelles il y a eu beaucoup de débordements. Donc comment on peut aujourd'hui être face à un tel échec de votre politique et ne pas avoir réussi, on l'a vu à Sainte-Soline, un certain nombre de militants qu'on connaissait, qui sont arrivés extrêmement armés et qui ont amené à ce débordement-là. Comment vous pouvez aujourd'hui justifier que vos services de renseignement ne vous est pas amené à les interpeller bien en amont? On sait qu'ils sont arrivés de pays étrangers, qu'ils sont arrivés ultra armés. On savait quel jour, quelle heure, enfin tout ça on le savait. Madame, là il y a un vrai échec. Derrière votre question, il y a un sous-entendu. Est-ce que c'est volontaire? Non, je pose la question. Vous vous interrogez. Je pose la question, M. Darmanin l'a redit ce matin, donc je pose la question. Comment expliquez-vous cela? Pour une raison assez simple, madame, c'est que dans notre pays, il ne faudra pas échapper qu'il n'y a pas de présomption de culpabilité. On arrête les gens quand ils ont commis quelque chose. Très bien, mais par contre, il y a une présomption qui est claire. Le disait le patron de la DGSI. C'est que quand vous savez que des gens ont déjà été arrêtés à plusieurs reprises, que vous savez qu'ils circulent, que vous savez qu'ils sont ultra armés, que vous savez là où ils vont, vous pourriez au moins, je veux dire, avoir anticipé le fait qu'ils n'accèdent pas à ce type de site. Voilà, alors DGSI en février, quand même, je vous lis ce que disait le patron de la DGSI en février à l'Assemblée nationale. Nombre de démocraties occidentales considèrent que la menace ultra-droite, suprémaciste, accélérée de leur service. Aujourd'hui, la principale menace à laquelle elles sont confrontées. Allez sur un autre sujet que celui de l'ultra-gauche. Oui, parce que on peut parler de plein de choses. Le rugbyman argentin tué à Paris par des militants d'extrême droite. Aucun bord du cadre, on sort du cadre de notre débat qui, je vous le rappelle, est consacré à la stratégie du maintien de l'ordre. Oui, mais je le signale en passant. Je voudrais juste vous faire réagir, Mathilde Panot, à l'avocat William Bourdon ce matin, qui a accusé Gérald Darmanin d'avoir une stratégie de maintien du désordre. C'est vrai. Vous partagez ce point de vue? C'est-à-dire, regardez Sainte-Soline. Mais pour vous, il peut y avoir un usage politique aujourd'hui. Quand je dis instrumentalisation de la police, je dis exactement la même chose. Je le dis, aujourd'hui, Gérald Darmanin est responsable du désordre dans lequel nous sommes. Et il crée des violences qui mettent en danger les policiers et les manifestants. Et je vais vous dire, à Sainte-Soline, quand vous voyez le nombre de grenades qui ont été utilisées, plus de 5000 grenades, c'est-à-dire une toutes les 2 secondes, et que personne n'a jamais empêché, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu, par exemple, de barrage filtrant pour empêcher les 30 000 personnes d'arriver jusqu'à un trou de terre où il n'y a absolument rien à dégrader, je le rappelle. S'il y avait eu à minima des barrages filtrants, ce qui a été fait à Sainte-Soline et l'image d'une confrontation. Le mot de la fin, parce qu'on arrive au terme de ce débat. Qu'ont fait les services de sécurité? En fait, on a le sentiment que l'ordre est le responsable du désordre et que le désordre, ce serait l'ordre désormais, Madame Panot. Mais n'oubliez jamais, Madame Panot, que dans manifestation illégale, il y a illégal. Et je vous invite à respecter la loi. Ça évitera bien des déconvenues. Je vous invite à respecter les institutions de la République. Ça moi je vous invite à respecter la souveraineté populaire. Allez, on va s'arrêter là. C'est la fin de ce débat. Qui allait voter contre votre réforme des retraites. Merci à tous les 4 d'être venus débattre sur ce plateau de Ça vous regarde. Mathilde Panot, vous restez avec nous, puisque vous êtes notre grand témoin ce soir. Dans une dizaine de minutes, ce sera au tour de nos affranchis. Mais ils sont déjà là. Regardez, on évoquera les insoumis qui ont été rappelés à l'ordre par le bureau de l'Assemblée. Ce sera la chronique Bourbon Express d'Elsa Mondingava. Jean-Rémy Baudot nous expliquera la stratégie d'Elisabeth Borne sur l'épineux dossier des retraites. Enfin, on verra avec Thomas Lestavel ce qui anime Anne Hidalgo dans sa croisade contre les trottinettes en libre service.
Mais d'abord, notre grand témoin, je vous le disais, Mathilde Panot, qui a une actualité chargée cette semaine avec la réforme des retraites, évidemment, une défaite électorale pour la France insoumise en Ariège et des critiques qui se font jour au sein de la NUP. Mais si on vous invite, Mathilde Panot, ce n'est pas seulement pour parler de cela. Explication de Marco Pommier. Si on vous invite, Mathilde Panot, c'est parce que vous êtes en première ligne contre la réforme des retraites. À quelques jours de la décision du Conseil constitutionnel, farouche opposante à Emmanuel Macron, dans la rue comme à l'Assemblée. Jamais un président et ses ministres n'avaient autant et délibérément menacé la paix civile du pays qu'il gouverne. Emmanuel Macron fait honte à la France. Applaudis par les vôtres, les 74 députés insoumis sous votre houlette. À la tête de la France insoumise depuis 2021, vous êtes la plus jeune présidente d'un groupe à l'Assemblée. Jean-Luc Mélenchon ne tarit pas d'éloges sur votre personne. Une trajectoire fulgurante. Député du Val-de-Marne, vous faites vos premiers pas de militante à l'UNEF. Première manif en 2005 contre le CPE. À votre arrivée à Sciences Po, c'est le choc des cultures, dites-vous. Votre moteur d'engagement, la volonté de faire bouger les choses et un sentiment de révolte. La politique, pour moi, c'est ce qui m'a permis de sortir la boule de rage que j'avais dans les tripes en quelque chose de positif. Votre marque de fabrique, les coups d'éclat médiatiques dont vous avez le secret. Vous ne faites qu'un seul geste en direction du peuple. Vous le bâillonnez. Bref, vous faites souvent le buzz, mais vous l'assumez, quitte à déraper. Madame Borne, il faut le dire, vous êtes une rescapée. Indignation dans la classe politique, le père de la première ministre était un rescapé du camp d'Auschwitz. Accusé d'antisémitisme, ce jour-là vous plaidez la maladresse. Des polémiques, mais aussi des victoires, lorsque l'Assemblée adopte votre proposition de loi sur la constitutionnalisation de l'IVG, historique. Aujourd'hui, collègues, l'Assemblée nationale parle au monde. Aujourd'hui, collègues, notre pays parle au monde. Quant à la NUPES, vous en êtes l'un des visages emblématiques. Cette coalition des gauches, parfois bien divisée sur sa stratégie. Le communiste Fabien Roussel parle d'une alliance dépassée. Et vous, Mathilde Panot, qu'en pensez-vous? La NUPES a-t-elle du plomb dans l'aile? On va commencer par ça, si vous le voulez bien, Mathilde Panot, cette déclaration de Fabien Roussel qui juge la NUPES dépassée. Il faut rassembler bien au-delà, nous devons parler à toute la gauche, dit-il. D'abord, sur le fond, c'est un débat légitime, selon vous, débattre aujourd'hui du périmètre de cette alliance politique? Tout est légitime, mais moi je commencerai par noter quelque chose. La NUPES, elle est née en 13 jours et en 13 nuits, suite aux élections présidentielles et au choix qui avait été fait par les électeurs et les électrices, et qui a permis de donner cette alliance autour d'un programme de gouvernement, et ensuite c'est 151 députés de la NUPES avec une multiplication par 5 du nombre de députés dans le groupe insoumis. Donc, depuis le premier jour, on nous explique que le lendemain et la semaine d'après, à chaque fois, la NUPES va se fissurer. Moi, je note que depuis 9 mois, la NUPES se consolide. Mais je vais dire là où j'ai eu un point de désaccord très fort avec M. Roussel sur cette question. C'est que quand il dit il faut qu'elle s'élargisse, notamment parler à toute la gauche, notamment avec M. Cazeneuve qui note et qu'il prend comme exemple, là, je ne suis pas d'accord. Parce que nous n'avons pas de point commun avec M. Cazeneuve. M. Cazeneuve, je le rappelle, était ministre du Budget lorsque le nombre d'annuités des retraites a été augmenté. Il était ministre de l'Intérieur lorsque Rémi Fraisse a été tué. Et je le dis, nous, ce qui relie la NUPES, c'est un programme de gouvernement. Et ce programme de gouvernement compte un nombre de mesures extrêmement fortes et c'est autour de ça que nous travaillons et que je crois nous construisons quelque chose qui a un espoir immense pour des millions de gens. Ça, c'est sur le fond. Sur la forme, qu'est-ce qui se passe avec vos alliés communistes? On a l'impression qu'il y a vraiment des tensions extrêmes entre, d'un côté LFI, de l'autre les communistes. On a vu des règlements de compte sur Twitter, notamment Paul Vannier, député LFI, qui en réaction propose à Fabien Roussel de se consacrer à l'organisation de son barbecue avec Bernard Cazeneuve et de laisser la NUPES tranquille. Son petit jeu de diviseur nous a déjà coûté le second tour de la présidentielle. Ça donne l'impression que vous avez du mal à vous parler en interne, à dialoguer sans mettre tout sur la place publique comme ça. Non, je ne crois pas qu'on ait des problèmes avec des communistes. Mais
C'est un problème personnel avec Fabien Roussel, c'est ce que vous êtes en train de dire? Régulier avec des prises de parole de M. Roussel qui vont à l'encontre non seulement de notre programme, mais de ce que nous essayons de construire collectivement. Et je le dis, c'est une difficulté, mais comme vous le voyez, depuis 9 mois, nous avons fait un nombre de propositions de loi avec l'ensemble des groupes de la NUPES qui sont énormes en termes de travail législatif à partir de notre programme de gouvernement. Nous avons fait des motions ensemble, nous venons de déposer une saisine d'aller défendre notre saisine au Conseil constitutionnel ensemble. Donc peut-être y a-t-il un problème avec M. Roussel? Je l'admets, mais cela n'engage en rien le fait que la NUPES continue de se consolider et que je vois plutôt que c'est du côté de la Macronie, voire des LR, que là vous avez des divisions qui sont extrêmement fortes et qui devraient vous inquiéter. Une question tout de même sur la place que prend la France Insoumise dans les décisions stratégiques de la NUPES. Elle a quand même été contestée récemment par tous vos partenaires sur la réforme des retraites, sur le fait de refuser de débattre de ce fameux article 7 qui décalait l'âge légal de départ à la retraite. Est-ce que vous assumez que vous, LFI, première force politique de la NUPES, doit pouvoir imposer ces décisions aux autres partenaires de temps en temps? Ce n'est pas une question d'imposer des décisions. C'est une question que nous avons 4 groupes dans l'intergroupe. Et que, oui, nous assumons que nous avons le droit d'être maîtres de notre stratégie en discutant. Mais cette stratégie, elle s'impose aux autres. C'est-à-dire que votre stratégie s'est imposée aux communistes, aux écologistes, aux socialistes. Nous avions une différence stratégique et je dois dire que je suis assez fière que nous ayons réussi, et ça c'est pour le coup avec l'ensemble de la NUPES, à lever nombre de mensonges sur la réforme des retraites, notamment sur qui toucherait les 1 200 € bruts, puisqu'on est passé de tout le monde à 1,8 million à 40 000 personnes, puis finalement à 10 à 20 000 personnes seulement dans le pays qui toucheraient ces 1 200 € bruts. Mais aussi que nous ayons fait en sorte que ce texte n'ait aucune légitimité parlementaire. Et je crois que c'est ce qui a permis de donner du temps justement au mouvement social de pouvoir s'organiser. Et quand on voit ce qui s'est passé au Sénat, je crois que ça nous donne raison sur la stratégie que nous avons eue. J'aimerais qu'on évoque à présent cette élection législative partielle qui s'est déroulée dimanche en Ariège et qui a vu la députée sortante de la France Insoumise, Bénédicte Taurine, battue par une dissidente socialiste, Martine Froger. Alors la majorité présidentielle avait appelé à voter en faveur de la dissidente socialiste. On a vu se dessiner dans cette partielle une sorte de front anti-LFI qui a fonctionné. Quelle leçon est-ce que vous tirez Alors la première chose, c'est je veux quand même redire ici mon affection à la fois pour Bénédicte et l'ensemble des militants qui ont mené une campagne d'une grande dignité. Là, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que évidemment, lorsque on a soit des tireurs dans le dos, soit de la division, eh bien, cela permet d'avoir effectivement quelque chose qui se crée, qui soit tout sauf LFI, mais il ne faut pas s'y tromper. À la fin, c'est tout sauf la NUPES aussi qui se crée. Donc, mais est-ce que c'est pas aussi votre place au sein de la NUPES, votre capacité à rassembler toute la gauche, qui peut se retrouver remise en question par cette stratégie? On a le sentiment en fait que vous avez tellement mis vos adversaires sur les nerfs qu'ils sont prêts à tout pour vous faire battre. Ben, je ne crois pas, parce que si Mme Froger avait eu une réelle étiquette macroniste, il se serait passé ce qui s'est passé au premier tour. Peut-être avez-vous regardé les résultats attentivement, mais la candidature macroniste au premier tour est passée de 19,5% en juin à 10% seulement. Donc si elle avait eu une étiquette Renaissance pure et dure, eh bien, elle n'aurait pas été élue. Donc je le dis... Mais elle portait une étiquette socialiste. Est-ce que maintenant, l'étiquette socialiste n'est pas devenue plus rassembleuse que ne pourrait l'être l'étiquette LFI ? Je ne crois pas, et je crois que, y compris ce que nous construisons ensemble avec la NUPES, doit alerter chacun et chacune de se dire que nous ne devons pas donner, en quelque sorte, des permis de division à tout va, et que chacun des parlementaires de la NUPES que nous sommes sont concernés par le fait que s'il y a une candidature de division qui se met, eh bien cela met en cause à la fois le fait d'avoir des députés de la NUPES, mais aussi, du coup, l'élection éventuelle de macronistes ou, encore pire, de députés du Rassemblement national, comme on l'a vu dans l'hémicycle. Mais je dois vous dire quelque chose quand même, parce que quand on fait le bilan des 4 législatives partielles qu'il y a eu depuis janvier, le résultat, c'est 2 NUPES et moins 1 RN. Voilà le résultat de ces élections, et notamment, nous avons gagné René Pilato, qui a été élu en Charente. Donc je ne crois pas, non, que vous puissiez tirer des conclusions qui laissent à penser que la France insoumise apparaîtrait comme un épouvantail extraordinaire qui ferait qu'on ne puisse pas être élu. Oui, quand sur une candidature, il y a une alliance qui est manœuvrière entre
de Renaissance jusqu'à l'extrême droite, puisque M. Odoul s'est félicité de la victoire de Mme Froger, eh bien oui, à ce moment-là, nous perdons. Mais ce n'est pas ce qui se passe lorsque nous sommes unis. Cette défaite ne va pas du tout remettre en cause votre stratégie, qu'on peut appeler du bruit et de la fureur dans l'hémicycle. Pour vous, il n'y a pas de lien entre les deux, ça ne va pas écoutez, la effrayer une partie de l'électorat de gauche. La fureur, elle a fait 8 millions de voix à l'élection présidentielle, d'accord? Nous avons fait 22%. Et ce que nous faisons... Elle se justifie encore aujourd'hui? Oui, parce que je vais vous expliquer ce qui se justifie. D'avoir à la fois un programme de rupture, ce que nous avons avec la NUPES, d'avoir à la fois une crédibilité très forte, parce que nous avons des spécialistes sur tous les sujets qui ont traduit en loi absolument tout ce que nous avons proposé dans le programme et qui montrent que oui, nous sommes prêts, avec la NUPES, à remplacer un gouvernement qui est aujourd'hui à bout de souffle et, je l'espère, même un président. Alors, sur la réforme des retraites à présent, la rencontre entre Elisabeth Borne et l'intersyndicale à Matignon a été un échec. Ce sont les mots employés par les syndicats ce matin. Pas question de retirer la réforme ni de revenir sur les 64 ans. Cette réforme, elle a été adoptée. Le gouvernement ne veut pas la retirer. C'est quoi la suite pour vous? Comment est-ce que vous comptez maintenir la mobilisation sociale en attendant la décision du Conseil constitutionnel? Alors déjà, je veux saluer l'intersyndicale qui, je crois, a en quelque sorte fait un geste fort au moment où la Macronie, cette semaine, a décidé d'essayer de tourner la page de la réforme des retraites en disant que c'était fini et qu'on allait parler d'autre chose. Non, on ne parle pas d'autre chose quand c'est une réforme qui va toucher la chair des gens, la vie des gens. Mais la suite, c'est quoi pour vous? Alors la suite, évidemment, c'est demain l'énorme mobilisation qu'il va y avoir partout dans le pays et j'invite toutes celles et ceux qui le peuvent à s'y rendre, avec des grèves qui recommencent, avec des piquets et des blocages un peu partout. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est que je vous disais tout à l'heure, nous avons fait une saisine au Conseil constitutionnel. Peut-être que c'est le Conseil constitutionnel qui nous permettra de sortir par le haut de l'impasse démocratique dans lequel le président nous a placés. Parce que nous avons d'excellents arguments pour dire que cette loi est inconstitutionnelle et j'espère que c'est l'avis que rendra le Conseil constitutionnel. En tout cas, c'est une nouvelle étape et cette lutte va continuer quoi qu'il en soit. D'un mot, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, les relations entre elle et Philippe Martinez étaient plutôt fraîches. Vous avez bon espoir que les choses s'améliorent avec elle? Oui, j'ai écouté avec intérêt lorsqu'elle disait qu'elle voulait une normalisation des relations avec les organisations politiques. Ouais. Et je pense que c'est important puisque nous partageons un objectif commun qui est le retrait de cette réforme des retraites à 64 ans. Merci Mathilde Panot, vous restez avec nous puisqu'on accueille à présent nos affranchis. Installez-vous, messieurs, dames, avec Jean-Rémy Baudot de France Info, Thomas Lestavel, qui est journaliste éco à l'Express et au Figaro notamment. Et on commence avec vous, Elsa Mondin-Gava, avec Bourbon Express. Vous nous racontez l'histoire du jour à l'Assemblée, Elsa. Oui, je vais vous raconter ce soir l'histoire de la réunion du bureau de l'Assemblée qui s'est un peu transformée en procès des Insoumis, ou plutôt en procès de votre comportement, Mathilde Panot et vos troupes dans l'hémicycle. Alors, premier accusé, Hugo Bernalicis, charge retenue contre lui. Il twitch dans l'hémicycle. Alors, les plus jeunes auront peut-être compris. Pour les téléspectateurs qui ont besoin d'explications, Twitch, c'est un réseau social que le député Twitch, comme il s'appelle, utilise et pour diffuser et commenter en direct les séances dans l'hémicycle. Après plusieurs avertissements, il est sanctionné. C'était le 20 mars dernier. Vous voulez continuer sur Twitch? Non, oui. Vous voulez continuer? Alors, vous voulez continuer. Je vais donc saisir le bureau de cela et je vous inflige, monsieur Bernalicis, un rappel au règlement avec inscription procès-verbal, article 71, et on y va. Alors, la réunion du bureau, elle s'est tenue ce matin. Le député a pu plaider sa cause et on l'a retrouvé. C'est pas un hasard. Il était en train de faire une vidéo pour expliquer ce qui s'était passé lors de la réunion. C'était pas sur Twitch, mais il a aussi, évidemment et heureusement, répondu à nos questions. Je plaide pour que tout le monde puisse avoir cette liberté. Alors, pas forcément de filmer les autres, mais au moins de se filmer soi-même. À partir du moment où on ne trouble pas la séance en tant que telle. Donc, c'est ça l'enjeu. Mais à contrario, c'est vrai que j'ai déclaré, j'ai dit... Si vous me sanctionnez moi pour ça, alors attendez-vous à ce que n'importe qui procéderait à des enregistrements, des captations ou des communications avec l'extérieur, d'ailleurs qui n'ont pas besoin d'être publics dans le règlement pour être poursuivis. C'est-à-dire qu'un message WhatsApp, un message Telegram, un SMS même pourrait être poursuivi en fait en réalité par ce règlement. Donc vous allez maintenant en séance faire des rappels au règlement pour dénoncer des collègues où vous jugerez que ce qu'ils font n'est pas tout à fait dans le règlement? Bah écoutez, toutes choses étant égales par ailleurs, je ne vois pas pourquoi je serais le seul à perdre un quart de mon indemnité.
Voilà, puisque la sanction prononcée dans l'hémicycle était déjà effective. Alors, les questions ne se limitent pas à Twitch. Il y a un groupe de travail qui va se pencher sur tous les usages des nouveaux outils de communication, on peut dire. Exactement, c'est la députée du Val d'Oise, Naïma Mouchou, qui est députée Horizon, vice-présidente de l'Assemblée, qui aura justement la charge de cette réflexion. Elle nous explique en quoi va consister sa mission. C'est vrai que maintenant dans l'Assemblée, on Twitch, on tweet, on fait des vidéos. Vous allez faire un peu le ménage dans tout ça ? Oui, c'est ça, c'est absolument ça. On est confronté à l'Assemblée nationale, nous aussi, comme la société, à l'arrivée de ces nouveaux moyens de communication. Le règlement de l'Assemblée n'est pas forcément adapté et il faut apporter des réponses parce qu'on a des députés, youtubeurs qui font des Twitch dans l'hémicycle. Enfin voilà, toutes ces questions qui se posent sur lesquelles on doit apporter un certain nombre de réponses, au moins définir un nouveau cadre. Alors, ce n'est pas la seule sanction dont on a parlé ce matin, parce que les insoumis ont été sanctionnés, mais collectivement, cette fois. Vous allez, Mathilde Panot, vous et les députés de votre groupe, recevoir par courrier un rappel à l'ordre. C'est la plus faible des sanctions qui existent à l'Assemblée, mais c'est tout de même une sanction. Et la cause, c'est ça, souvenez-vous. Le 16 mars dernier, vous vous en souvenez, Elisabeth Borne déclenche le 49.3. Enfin, elle tente plutôt de le faire puisque dans l'hémicycle, l'atmosphère est survoltée. Est-ce qu'on vous a sanctionné pour vos pancartes, pour avoir chanté la Marseillaise ou pour un tumulte généralisé ? Écoutez, nous attendons d'avoir les considérants exacts parce que justement, il y a un flou. J'avais indiqué que des pancartes, il en a été brandi à différentes reprises, notamment quelques temps après cette séance du 16 mars, lors de la motion de censure. Effectivement, le fait de cibler ce moment-là, ce 16 mars, pour nous sanctionner nous, parce que c'est une sanction, le fait de choisir de nous adresser à nous ce rappel à l'ordre par courrier, c'est un message politique. Alors pour être tout à fait complète, il n'y a pas que les insoumis qui vont être sanctionnés, puisqu'il y a aussi des députés qui ont tweeté pendant la commission mixte paritaire et aussi des députés qui ont été... Il y a aussi vous, mais il y avait aussi des socialistes, il me semble, et des députés qui ont été équipés de micros dans l'hémicycle et suivis par des caméras de télévision. Ceci aussi écoperont d'un rappel à l'ordre. Merci Elsa Mondingava. Et une réaction quand même à ce rappel à l'ordre collectif, Mathilde Panot? On est en train de franchir des seuils qui sont pour moi inacceptables. Tout le monde se pleure à chaudes larmes sur l'abstention lorsqu'il y a des élections. Et lorsque vous avez Twitch, il faut comprendre, c'est la vidéo de l'Assemblée avec juste un chat sur lequel on échange avec des gens qui suivent. C'est-à-dire que Hugo Bernalicis n'est pas en train de parler dans un micro, dans l'hémicycle. Donc ça ne dérange en rien la séance et ça permet à plein de gens de suivre la séance d'une autre manière. Et je crois que ça développe un intérêt pour la politique et que par ailleurs, les assemblées sont publiques dans ce pays et elles sont publiques partout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais beaucoup m'amuser à voir comment ils vont sanctionner les gens qui ont chanté la Marseillaise, image qui a fait le tour du monde, parce que, alors, vous avez d'un côté André Torigna, député de mon groupe, qui, elle, était malade et chantait la Marseillaise avec nous depuis sa télé. J'attends de voir s'ils vont la sanctionner. S'ils vont regarder sur la vidéo, si je ne sais pas quel écologiste s'est levé pour lui aussi ou elle aussi chanter la Marseillaise. Est-ce que c'est la pancarte qui est sanctionnée ou la Marseillaise? Il y a débat. Apparemment, non, c'est la Marseillaise, puisque ça serait pour chahut, donc c'est le Ce serait plutôt les pancartes, pour l'instant. Ah bah non, parce que si c'est les pancartes, alors pourquoi pas faire la séance d'après, la semaine d'après, où justement, on a fait là aussi des pancartes avec l'ensemble des groupes. Bon, il y a un petit problème de cohérence là-dedans qui nous emmène vers des franchissements de seuil autoritaires qui, je crois, sont dangereux pour notre Assemblée. On reste dans l'actualité politique avec vous, Jean-Rémy Baudot, à présent. On vient de parler de la rencontre de l'intersyndicale avec Elisabeth Borne à Matignon. Ça a duré 55 minutes. C'est grave ? Alors, vous savez, que ce soit aussi court et que vous savez, en politique, parfois une mauvaise réunion vaut mieux que pas de réunion du tout. Au sein du gouvernement, en tout cas, on se satisfait que déjà personne n'ait claqué la porte, que tout le monde ait joué le jeu. Ça a de la valeur de se parler, même si c'est pour acter des désaccords, explique un ministre qui était présent ce matin, un membre du gouvernement qui juge d'ailleurs qu'il vaut mieux une discussion qui tourne court plutôt que d'avoir à assumer l'idée d'être insensible au dialogue. Au sortir de cette réunion, on se souvient d'Elisabeth Borne qui a dit que c'était une réunion qui marquait une étape importante. Et c'est vrai, en tout cas pour le gouvernement, parce que, à défaut de reprendre la main, à défaut d'avoir l'opinion de son côté, eh bien l'annonce de cette réunion a permis de gagner du temps, selon l'exécutif. Depuis qu'on sait que cette réunion va avoir lieu, on a eu finalement beaucoup de réactions, ça a occupé beaucoup l'espace médiatique et politique. On a moins parlé des manifestations, en tout cas c'est comme ça que des ministres le voient. Bref, l'exécutif a gagné du temps. Et que compte faire l'exécutif maintenant ?
D'abord, attendre ce qui va se passer demain. Quelle mobilisation demain dans la rue? Le gouvernement mise aussi sur une forme d'essoufflement du mouvement. Il y a le début des vacances samedi dans certaines régions. Et attendre aussi, évidemment, comme tout le monde, la décision du Conseil constitutionnel. Là encore, le gouvernement gagne du temps. Et puis, en fonction de la décision, embrayer sur de nouvelles réformes avec, pourquoi pas, une loi travail, par exemple, pour remettre au propre ce qui aurait été censuré par le Conseil. Et Elisabeth Borne dans tout ça? Eh bien, en privé, Emmanuel Macron loue la manière dont elle traverse les différentes contestations. A-t-il prévu pour autant de changer de Première ministre? Personne ne se risque à ce pronostic parce que même les ministres les plus ambitieux, eh bien, ils essaient de freiner. En fait, disons-le, pour eux, ce serait vraiment, finalement, pas vraiment le moment de reprendre la barre dans la période. Alors, est-ce qu'un gouvernement plus tourné vers la droite, par ailleurs, offrirait plus de voix à l'Assemblée? Ça, franchement, rien ne le dit. Sans boule de cristal, on peut se dire que oui, on peut s'attendre à un remaniement dans les prochaines semaines pour passer à autre chose. Mais quelle équipe pour quel projet? Parce qu'en réalité, c'est quand même ça la question. Quel projet politique? C'est quand même ça l'incertitude. À quoi pense Emmanuel Macron pour la suite? Pour l'instant, c'est peut-être lui qui gagne du temps. Merci à vous, Jean-Rémy Baudot. Mathilde Panot, je ne veux pas vous faire redire ce que vous avez déjà dit sur la réforme des retraites, l'intersyndicale, mais peut-être un mot sur Elisabeth Borne. Vous souhaitez son départ aujourd'hui de Matignon? Je crois que c'est une première ministre qui n'a jamais demandé la confiance à l'Assemblée nationale et qui, depuis alors le 100e 49.3 de la Ve République, le dernier 49.3 qu'elle a utilisé sur la question des retraites pour passer en force, est largement affaibli dans le pays. Et moi, je veux dire que je pense que ce pouvoir n'a pas compris ce pourquoi les gens se battaient. Et eux le voient évidemment comme une réforme comptable avec des choses, bon, 2 ans, voilà, 3 mois pour certains, 4 mois pour d'autres. Mais ils n'ont pas compris que ce qui était en train de se jouer pour le peuple français, c'était à la fois une question de dignité, une question d'humanité et une question vraiment de vision de société et notamment d'engagement politique, citoyen, associatif ou même d'engagement avec ses petits-enfants et que c'était ça qui était touché aujourd'hui avec la réforme des retraites et qui ne s'arrêtera pas. Parce qu'ils se battent parce que la loi est injuste, pas parce qu'elle est inconstitutionnelle dans tous les cas. Ça ne changerait rien de changer de Premier ministre? S'ils ne cèdent pas sur ça, il n'y aura pas de retour à la normale avant qu'ils cèdent sur la réforme des retraites. On va avancer. Thomas Lestavel, c'est à vous. Vous êtes journaliste économique, notamment pour l'Express, Le Figaro. Et alors vous félicitez de la fin des trottinettes en libre service à Paris, avec les Parisiens qui ont massivement voté contre ces trottinettes à 90%. Vous aussi? Oui, vous faites partie des 90%. Je fais partie des 90%. Alors, je vais vous expliquer. En fait, il y a 2 raisons majeures. La première, c'est que n'importe qui peut emprunter ces fameuses trottinettes Dot ou Lime qu'on voit partout dans nos rues, à Paris en tout cas, même des gens qui conduisent un peu n'importe comment parce qu'ils n'en ont pas l'habitude. Or, c'est beaucoup plus dangereux qu'un vélo, de manière très pragmatique. Vous n'avez pas de casque, l'équilibre est un peu instable et les personnes âgées n'osent plus traverser les passages piétons de peur d'être percutées par un fou du guidon. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, et qui est presque plus importante, c'est que contrairement aux trottinettes électriques que vous possédez, que vous achetez chez Darty ou chez Decathlon, celles qui sont louées en libre service, c'est une véritable aberration écologique. D'après une étude, leur durée de vie est de 28 jours, donc même pas 1 mois, avant qu'elles ne finissent à la casse ou au fond de la Seine ou du canal Saint-Martin. Or, pour les fabriquer, il faut des métaux rares qui, en passant, sont exploités en Chine ou en Afrique dans des conditions déplorables. Et enfin, les trottinettes ne diminuent pas la pollution puisqu'elles viennent en remplacement de la marche à pied ou du vélo. Alors, c'est pas la première fois que la maire de Paris s'attaque aux entrepreneurs du numérique, ça vous a pas échappé? Oui, c'est loin d'être le premier combat d'Anne Hidalgo face aux étoiles montantes du web, et je pense qu'elle a raison. Alors, si vous vous souvenez, on peut remonter à il y a quelques années la fronde contre les VTC, donc qui concurrençaient les taxis qui, eux, doivent payer une licence. Et puis, plus récemment, Uber, Bolt et FreeNow qui avaient été contestés parce qu'ils prennent des auto-entrepreneurs et c'est du salariat déguisé. Alors, réaction de la maire de Paris, elle avait réussi en 2020 à faire interdire au VTC la rue de Rivoli. Et puis, et forcément, le cas Airbnb, qui remonte encore avant, très néfaste pour les Parisiens, puisque les propriétaires préféraient évidemment mettre leur appartement sur la plateforme à l'année, plutôt que de louer à ceux qui en ont vraiment besoin, les étudiants, les jeunes actifs, etc. Et pour ce cas-là, la mairie de Paris a réussi à obtenir la fameuse limite des 120 jours par an. Donc vous estimez que les pouvoirs publics doivent être plus stricts avec ces sociétés du web, qui souvent sont aussi un peu fragiles économiquement quand elles débutent? Alors ça, c'est un peu le discours ambiant, mais c'est pas vraiment une raison. Alors déjà, quand on regarde les montants qui ont été élevés l'an dernier par la French Tech, c'est des montants très impressionnants et records, plus de 13 milliards d'euros. Et puis,
c'est des sociétés qui ne respectent pas toujours la loi et le code du travail, c'est-à-dire la base de la base. Si vous regardez, il y a des startups comme Lydia, Kappa ou Anycommerce, qui s'appelait avant Wind. Elles ont été épinglées sur Internet et même parfois au tribunal pour management toxique, pratiques commerciales trompeuses ou encore des soucis avec les prud'hommes. Bref, la Startup Nation, c'est bien, mais le respect de la loi, c'est bien aussi. Merci à vous, Thomas Lestavel. Mathilde Panot, vous êtes trottinette, vous ça vous arrive de les Alors utiliser? moi, je suis vélo, mais j'ai appris, je ne savais pas que c'était 28 jours la durée moyenne de vie d'une trottinette, ce qui est quand même assez incroyable. Et je pense que ça tire aussi un fil de... Si on laisse le marché décider tout seul de tas de choses, on arrive vers des sociétés qui sont chaotiques. Et donc je pense qu'à la fois les règles qui permettent de lutter contre une ubérisation de la société généralisée et le fait de développer les services publics sont des choses bien plus appréciables. Vous êtes en accord avec Anne Hidalgo, mais il y avait quand même 800 emplois en jeu oui, mais sur le vous secteur. savez, les emplois, on peut savoir à quoi on veut les utiliser. Parce qu'on a dit exactement la même chose sur les Uber. Et à la fin, on voit bien, ça tire les droits des travailleurs de tout le monde vers le bas. Et ça détruit des emplois par ailleurs. Ça crée des emplois qui sont généralement des emplois de mauvaise qualité. Et donc, je préfère qu'on tire tout le monde vers le haut. Et il y a quand même beaucoup de choses à faire dans notre pays dans lesquelles on pourrait créer des emplois, à commencer par l'hôpital public, les EHPAD et beaucoup d'autres emplois, la RATP et d'autres. Merci beaucoup, Mathilde Panot, d'avoir été notre grand témoin ce soir. Merci à tous les trois, nos affranchis. Tout de suite, émission spéciale à suivre sur SCP, Convention citoyenne.